Le futur. C'est pas croyable. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Chaque chose en son temps, Marty. Nous avons un horaire très chargé. 40 ans, cela fait 40 ans que Marty McFly a enfourché la DeLorean pour la première fois. 10 piges que ce même Marty a visité un futur qu'on ne connaîtra jamais, et 50 années que Spielberg a terrorisé les plages avec les dents de la mer. Si je m'écoutais, je ferais pendre ces barbouilleurs gauchistes. Et vu qu'il n'existait qu'un seul endroit au monde où tu pouvais à la fois voyager dans le temps à bord d'une voiture qui a de la gueule, puis échapper aux mâchoires d'un requin, bien c'était le parc Universal Studios en Floride dans les années 90. Oui, un parc qui a ouvert il y a 35 ans, tiens, encore un anniversaire, où tu pouvais également frôler la mort, littéralement, devant la gueule de King Kong, combattre Gozer aux côtés des Ghostbusters, survivre à un tremblement de terre, aider E.T. et devenir producteur pour Arabesque. Ouais, un parc qui a mis 10 piges à sortir de terre à cause d'une guerre fratricide avec Disney et qui a connu une journée d'ouverture effroyable, même si c'était rien, hein, comparé au premier Disneyland en 1955. Ah oui, tiens, encore un anniv. I thought I got a signal. Ouais, c'est de niche, mais l'histoire derrière le parc est incroyable, suffit de voir la durée de cette vidéo. Et en plus, c'est pas un sujet qui tombe du cul d'un cheval, parce que ça fait presque 10 ans que je vous le tease. Oui, j'en causais dans ma Beetlejuice, j'en ai parlé dans Jurassic Park, dans Retour vers le futur, forcément, et même dans ma cool vidéo Sliders. Ce truc-là, à mon avis, vous connaissez. Alors accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes, et préparez-vous pour un cool voyage dans le temps où l'on va causer attraction, plagiat et Steven Spielberg. On a du travail qui nous attend, viens. Et notre histoire commence, eh bien, il y a fort bien longtemps, en 1915, hein, il y a 110 ans, lorsqu'un certain Carl Laemmle ouvre en grande pompe les portes du studio Universal à Hollywood. Après de longues festivités en train utilisant des stars comme la cantatrice Ernestine Schumann-Heink ou Buffalo Bill. Et dans ce temps-là, il y avait des bourdons de gravés sur les pièces de 5 cents. File-moi 5 bourdons pour 25 cents, qu'on disait. À cette époque, le cinéma était muet, et pour rajouter un peu de maille à son popcorn, Laemmle laisse pour quelques cents le public assister au tournage de ses productions. Le succès est immédiat, tellement les gens sont prêts à tout, hein, pour découvrir les coulisses du cinéma et côtoyer des stars de près, mais l'arrivée du démoniaque cinéma parlant et l'incapacité des spectateurs à rester tranquilles dans leur coin met fin, dans un premier temps, au tour des studios. Et oui, la visite est abandonnée en 1939, et Carl Laemmle meurt dans la foulée. Même si les deux n'ont rien à voir, hein, mais je trouvais la coïncidence épatante. Quel monde est bizarre. Alors il faut attendre 1959 pour que la ronde d'un public curieux reprenne. D'abord comme une combine, hein, avec une compagnie de bus, hein, pour remplir la cantine du studio. Non, je déconne pas, la cantine perdait de l'argent. Et puis en 1964 avec des trams contrôlés en interne et conçus par Harper Goff. Alors c'est le mec, hein, derrière le design du Nautilus, du 20 000 lieues sous les mers de Disney, et que Walt avait engagé pour concevoir une partie de Main Street et surtout l'attraction Jungle Cruise à Disneyland. Oui, c'est une grosse pointure. Une visite guidée. Dans un premier temps, donc, les trams faisaient le tour du studio en espionnant les tournages en cours, en visitant certains décors, comme le manoir et motel de Psychose, hein, toujours sur place actuellement. Attention, pas d'imprudence, ce genre de motel a tendance à attirer des clients avec d'énormes couteaux de cuisine et d'horribles perruques. Et puis, comme on fait aussi fonctionner la visite le week-end des jours fériés, et que parfois on tourne rien ces jours-là, eh bien la direction d'Universal s'est mis à partir de 1968 à intégrer de petites attractions et des spectacles, afin que le public ait quand même quelque chose à voir, comme t'avais une démonstration de cascade avec des cow-boys, t'avais un spectacle d'animaux mis en place par Ray Berwick, c'était le dresseur des piafs des oiseaux d'Hitchcock, on te faisait aussi visiter les loges avec tuto maquillage à la clé, l'observation de costumes de films provenant de la collection de la styliste multi-oscarisée Edith Head, hein, c'est pas rien. Oh Edith, c'est le lieutenant Colombo. Enchanté, Edith Head. Très heureux. Et alors dans le cas qui nous intéresse, le Tour a également installé quelques démonstrations d'effets spéciaux, en direct, avec quelques arrêts qui existent encore de nos jours, comme la traversée de la mer Rouge, avec un lac qui s'ouvre devant nous, l'exploration d'un pont branlant à 2 doigts de se casser la gueule, et également l'inondation d'un village sud-américain avec plusieurs centaines de litres de flotte se déversant dans un décor. Et puis ils vont aussi ajouter quelques arrêts qui, eux, ont fait leur temps, comme l'attaque du tram par une torpille, et la presque collision avec un train. Oui, en parallèle, le public pouvait également se prendre en photo à proximité d'objets et accessoires cultes du cinéma, et se voir intégrés lors d'un atelier dans quelques récents films du studio en étant filmés dans des décors reconstruits pour l'occasion. Ici par exemple, les spectateurs reproduisent quelques scènes du très cool Les Naufragés du 747, le 3e film de la saga Airport où des passagers et l'équipage se retrouvent bloqués dans un avion privé au fond de l'eau. À quelle vitesse marche l'avion, maman? Bien assez vite.
Alors évidemment, pour un prix modique, tu pouvais également repartir avec une bobine 8 mm de ta prestation, et petit à petit, ce qui n'était qu'une simple visite, s'est métamorphosé en un incontournable, attirant de plus en plus de monde grâce à ses nombreux ajouts au fil des années. Des ajouts basés sur la grosse filmographie du studio, dont le plus important est probablement un certain Squall, issu du film le plus populaire à ce moment, et qui continue, encore et toujours, à terroriser les trams aujourd'hui. Oh, the humanity! Isn't that terrifying? Oui, suite à l'arrivée de Bruce dans le lagon, et malgré le fait que Le requin a toujours l'air aussi fou. eh bien la fréquentation du parc va exploser, permettant au studio de dépasser les 3 millions de visiteurs en 1976, ce qui va leur permettre, en plus d'ajouter d'autres attractions de plus en plus impressionnantes. Alors je vais pas toutes vous les faire, mais citons aussi l'attaque du convoi par les Cylons, de la première série de Battlestar Galactica. Oui, t'avais des lasers, de véritables acteurs et des robots, un truc incroyable qui permit au parc de devenir, avec ses 4,5 millions de visiteurs, le 3e parc le plus visité aux USA, en 1980. Derrière, en seconde position, Disneyland Californie, c'est 10 millions de visiteurs annuels, tandis qu'à la tête du classement, nous avons Disneyland également, mais en Floride, celui-là, un parc ouvert en 1971, 5 ans donc après le décès de son géniteur, et qui, au début des années 80, attire plus de 20 millions de touristes. Oui, 2 fois le chiffre de son aîné. Combien? 20 millions, c'est pas rien, hein, et cette manne fait alors forcément des envieux du côté d'Universal, qui, après le succès de son tour sur la côte ouest, se verrait bien aussi s'implanter à quelques miles de Disney World, histoire de profiter un peu de l'influence des grandes oreilles et surtout de sa clientèle, disponible sur le site. Plus les 70% d'intérêt composés et quotidiens. Mais la Floride est un état impitoyable, et moult pièges à touristes souhaitant profiter de l'aura de Disney World s'y sont cassés les dents, hormis ceux qui parviennent quand même à proposer une expérience différente, comme SeaWorld et ses animaux marins, Cypress Garden avec ses fleurs et ses animaux pas marins, ou bien Church Street Station et sa débauche nocturne. Oui, 3 exemples que je ne cite pas par hasard, vous allez voir. Enfin du coup, quand Universal réfléchit à s'implanter en Floride, ils imaginent simplement reproduire en premier lieu ce qu'ils ont si bien réussi en Californie, à savoir un studio tour proposant une expérience différente et pourtant complémentaire à celle de Disneyland. Oui, si à Disney on nous place au cœur des films, avec des attractions nous faisant revivre les meilleurs moments des courts et longs métrages du studio, sans briser le 4e mur, à Universal, on le défonce, en nous expliquant comment qu'on fait les films. Ouais, c'est donnant-donnant, tout le monde il est gagne. Ce qui veut dire plus de bénéfices, plus d'argent pour vous, et bien évidemment, pour moi. C'est pour cela que le 22 novembre 1979, Universal acquiert en secret 126 hectares de terrain en Floride, à moins de 16 km de Disney World, afin d'y implanter un studio tour. Oui, un truc donc similaire à celui déjà disponible à Hollywood, Californie, mais en beaucoup plus grand. Un lieu qu'ils baptisent à cet instant Universal City Florida, et qu'ils annoncent lors d'une conférence de presse le 24 juillet 1981, afin d'attirer des investisseurs. Larry, je crois que j'ai trouvé 2 ou 3 pigeons. Ouais, construire un parc, ça coûte une blinde, et avant de poser les premières pierres, il faut d'abord trouver des partenaires. Alors pour l'anecdote, Walt Disney avait fait de même pour Disneyland, en proposant à une marque de soutifs d'ouvrir une boutique dans Main Street, et à la société Monsanto de participer à la construction d'une attraction. Suivant donc la méthode de Walt, Universal s'en va proposer une collaboration avec d'autres studios, et pitch en premier son parc avec dossier et tout à la compagnie Paramount. Oui, un autre studio historique hollywoodien dirigé à ce moment par Barry Diller, dont j'avais causé dans ma vidéo sur les Simpsons, et qui a, pour second, un certain Michael Eisner. Oui, un gars que vous devez sûrement connaître vu qu'il apparaît sur ma chaîne fréquemment. Hi folks, I'm Michael Eisner. Hello, I'm Michael Eisner. Hello, I'm Michael Eisner. Hello, I'm Shelley Duvall. Car durant cette réunion, Universal va dévoiler donc à la Paramount tout leur futur parc en détail. Ouais, concept art à l'appui, en expliquant vouloir faire un studio tour en plus grand, avec des comédiens et comédiennes dans les allées du parc pour divertir les visiteurs, des allées qui auront pour décor certains lieux cultes, de la grande époque de Los Angeles, comme la pharmacie Schwab. Oui, c'était une pharmacie souvent fréquentée par les agents et aspirants comédiens ou comédiennes, ou le fameux restaurant Brown Derby, où se réunissait tout le gratin d'Hollywood. Comment tu ouvres ce truc-là? Ah, je suis trop vieux pour ça maintenant. Ils imaginent également construire un atelier dédié au métier du son, où des volontaires pourront bruiter une séquence et la redoubler, et ils mentionnent aussi le concept d'une attraction encore inédite, plaçant le tram au cœur d'une catastrophe digne des plus grands blockbusters, avec la rupture d'un barrage, déversant des tonnes d'eau sur les visiteurs, et provoquant l'explosion d'un camion-citerne. Et là, pour couronner le tout, cette fichue bagnole n'a plus d'essence. Bref, tout ça intéresse beaucoup Michael Eisner, mais pas trop Barry Diller, qui, alors souvenez-vous, rêve surtout à sa propre chaîne de télé, et n'a donc pas du tout envie de
se lancer dans le domaine des parcs d'attractions. La réunion s'arrête donc là, et après avoir visité d'autres studios et entreprises et entendu plus ou moins la même réponse que c'est bien gentil hein, mais nous parlez plus jamais, Universal est bien obligé de se rendre à l'évidence. Personne ne croit à la réussite d'un nouveau parc floridien consacré au cinéma, et pire, ça a même provoqué l'inverse, avec certains investisseurs qui, en entendant les chiffres merveilleux de Disney World, ont préféré filer leur blé à Disney. Oui, Universal, c'était un beau rêve, mais peut-être vaut-il mieux rester focalisé sur le studio et son tour en Californie. Mais est-ce que c'est tout? Non, non, non. En effet, le 19 février 1983, le fondateur de la Gulf and Western Industries, qui est un nom qui vous dit rien, mais c'est la compagnie qui détient à ce moment la Paramount, oui, regardez, c'est marqué là, bref, Charles Bloodhorn, c'est son blaze, succombe d'une crise cardiaque dans son jet privé, le ramenant de la République dominicaine. Oui, ben, on ne va pas laisser une si petite chose nous gâcher la fête. Sa mort fout la Paramount dans le dawa et tous les rats quittent le navire. Alors on l'a vu la dernière fois, Barry Diller s'exile et devient le PDG de la Fox, tandis que Michael Eisner, lui, prend la tête de Disney le 22 septembre 1984. Enfin, pas littéralement, il va pas décongeler Walt pour lui prendre la tête, mais il est bien décidé en tout cas à redresser une entreprise en extrême mauvaise santé financière. Déjà l'histoire, comment c'est foutu, comment ça s'enchaîne. Du coup, alors bien décidé à profiter à fond de son nouveau jouet, Michael commence à faire le tour des différents départements fondés par le grand Walt, comme celui d'animation où l'on tente actuellement de terminer Taram et le chaudron magique et le Noël de Mickey, et il visite également la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire WED Enterprise. Alors WED Enterprise c'est quoi? C'est le département où l'on s'occupe de tout ce qui concerne les parcs d'attractions, et qui est donc quasi à l'arrêt suite au bid récent d'Epcot. Epcot c'est quoi? Alors Epcot c'est un gros parc Disney ouvert en 1982, toujours en Floride et se voulant éducatif. Pensez le Futuroscope à ses débuts, si vous voulez. Oh putain oui. Bon alors je vous la fais brève, mais en gros Michael Eisner tente de revigorer le bousin en s'inspirant du système hollywoodien qu'il connaît bien, c'est-à-dire attirer le public grâce à des grands noms et des grosses licences. Et vu qu'actuellement ce qui cartonne c'est toujours Star Wars, puisque le Retour des Jedi est sorti l'année précédente, et bien pourquoi ne pas faire carrément une attraction sur du Star Wars? Et puis quitte à récupérer George Lucas, autant lui demander aussi les droits pour Indiana Jones, ça mange pas de pain. Ouais alors comme d'hab, je m'attarde pas dessus, mais lâchez un com, si vous voulez que j'en cause, je suis super chaude. Ah bon? C'est aussi durant cette première journée chez WED que Michael Eisner va songer à corriger le problème donc Epcot, déjà en autorisant l'arrivée des mascottes dans le parc, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles n'y soient pas, et va aussi proposer de remplacer un film en 3D soporifique par un projet tonique avec Michael Jackson, ce qui donnera Captain EO. Et là pareil, la vidéo est quasi prête, je vous attends. Enfin, il va aussi réfléchir à incorporer d'autres pavillons un peu plus fun dans le parc, dont un, pourquoi pas, consacré aux coulisses du cinéma, avec des ateliers sur le son, des démonstrations d'effets spéciaux, et tout un voyage au cœur des scènes cultes de différents films hollywoodiens. Oui, vous êtes témoin, Eisner est simplement en train de s'approprier le concept qui lui avait été présenté par Universal 3 ans auparavant. Vous en tirerez pas si bon compte. C'est déjà fait. Et ouais, au contraire des dirigeants précédents qui accueillaient la concurrence bras ouverts, Eisner souhaite plutôt les radiquer, avec une idée toute con, c'est-à-dire proposer au sein même des parcs Disney des expériences similaires à d'autres parcs du coin, histoire d'empêcher les visiteurs d'aller voir ailleurs. Par exemple, il va donner le feu vert au pavillon The Living Seas, oui, qui est un aquarium géant, ouvert en 86 à Epcot, calqué donc sur le modèle de SeaWorld et ses bestioles. Puis, quelques années plus tard, tu auras également un site dédié à la vie nocturne, intitulé Pleasure Island, siphonnant cette fois la clientèle de Church Street Station, dont j'ai causé tout à l'heure, un lieu qui fermera d'ailleurs justement quelques temps après l'ouverture de Pleasure Island, faute de clients. Et j'imagine que la construction d'Animal Kingdom, à la fin des années 90, avec ses animaux vivants, est une volonté de concurrencer le zoo Cypress Garden. Oui, Animal Kingdom, dont une des zones abandonnées sera par contre récupérée par Universal. Et oui, ça n'en finit pas, de vrais gosses. Vous êtes un méchant monsieur. Mouche, sac-moi cette larve. Et puis, ce qui n'était qu'un simple pavillon d'Epcot consacré au cinéma va petit à petit prendre de l'ampleur, et Eisner annonce finalement à ses actionnaires le 7 février 1985 la création carrément d'un autre parc Disney en Floride, cette fois dédié au cinéma. Oui, après le Magic Kingdom et après Epcot, Disney World va dorénavant compter avec un troisième parc, comportant cette fois des studios de tournage, un tour en tram avec plusieurs arrêts dont un devant un barrage qui éclate et un camion qui explose, et l'on va trouver également divers ateliers et spectacles permettant aux masses de découvrir les secrets de Dollywood.
Oui, alors vous vous en doutez, hein, la société Universal est furieuse, hein. Alors principalement Sid Sheinberg, son président, qui va révéler dans la presse que Michael Eisner lui a carrément piqué son idée. Et alors dossier à l'appui va démontrer que le coup du barrage qui éclate et le camion qui explose étaient dans leur carnet présenté à la Paramount 4 ans plus tôt. J'appelle ça du plagiat. En fait, ouais, si Eisner pensait qu'annoncer son propre parc à la presse allait empêcher Universal de construire le sien, eh bien c'était mal connaître Sheinberg qui, au lieu de déposer les armes, va, au contraire, réanimer le projet Universal Studios en Floride, en triplant même les 200 millions de dollars initialement prévus pour le budget. Et si Eisner travaille main dans la main avec George Lucas, eh bien Sheinberg annonce par voie de presse le 20 mai 1985 qu'il a l'intention d'engager Steven Spielberg, son protégé. Hello. I'm Shelley Duvall. Oui, Steven Spielberg va être engagé comme consultant et on basera des attractions sur sa filmographie, avec Les Dents de la Mer, hein, évidemment, mais également E.T., qui, à ce moment, possède le record des plus grosses recettes de tous les temps, avec ses 619 millions de dollars au box-office, juste devant La Guerre des Étoiles. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Bien sûr, Michael envoie 4 jours plus tard une lettre à Sid Sheinberg réclamant une trêve, mais ce dernier ne se laisse pas amadouer et passe carrément au cran supérieur en autorisant la construction en Californie d'une attraction au budget faramineux de 6,5 millions de dollars, avec un King Kong géant conçu en outre par Bob Gurr, oui, une immense légende disneyenne mise sur la touche il y a peu, ayant designé alors quasiment tous les véhicules du parc Disney et conçu la gigantesque attraction du Matterhorn. Oui, c'est un roller coaster de type bobsleigh imaginé par Walt Disney himself à Disneyland. Ouais, après Goff dans les années 60, eh bien Universal engage encore une grosse pointure de Disney. Et alors pour le coup de grâce, lors d'une promo du 18 mars 1986 à 10 000 balles hein, pour la future attraction King Kong dans un journal floridien, Sid Sheinberg va apposer un petit « Venez bientôt nous voir en Floride, pourquoi pas ?» en bas de la page, prouvant bel et bien que la partie n'est pas terminée et qu'Universal Studios Florida est toujours d'actualité. Alors, on en met un coup? Oui. Bon, en parallèle, George Lucas, lui, vient d'inviter Steven Spielberg à tester chez WED une des toutes premières versions de Star Tours, à savoir un simulateur dans un vaisseau spatial se déroulant dans l'univers de la Guerre des Étoiles. Un vaisseau prévu pour décoller début 1987 à Disneyland de Californie, avec une possibilité de l'implanter dans le futur parc Disney Cinéma en Floride. Alors bien sûr, Spielberg est épaté, hein, enfin normal, c'est Star Tours, c'est mon attraction Disney préférée, et George n'a de cesse de le charrier en lui disant qu'Universal n'est pas du tout capable de telles prouesses, et qu'il n'y a qu'à Disney hein, que tu peux voir des trucs comme ça. Ouais, tu me l'as déjà dit quand mes copains sont partis. Où est-ce que tu vas? Je vais nulle part à ce qui semble. Je vais finir de nettoyer ces droïdes. Alors piqué au vif, le Réal des Dents de la Mer décide de se consacrer à fond au nouveau parc et en ce printemps en 1986 arpente l'attraction King Kong, alors en construction. Il y rencontre Peter Alexander, l'un de ses anciens colocs, cadre dans le studio et chargé de diriger les futures attractions du parc floridien. Bon alors dans la version colportée par Alexander et celle du coup qui est imprimée partout, c'est cette rencontre hein, qui aurait décidé Spielberg à devenir consultant sur le parc en Floride. Mais on l'a vu, hein, cette décision avait déjà été prise l'année d'avant. Toutefois j'imagine que la vision de la grosse bête a prouvé à Steven qu'Universal était quand même capable de grandes choses et demande à Alexander s'il est possible de construire un simulateur à la Star Tours mais dans l'univers de Retour vers le futur. Oh ça alors c'est super dément donc c'est génial. Bref, le duel va crescendo, Disney s'associe avec la firme MGM pour utiliser les licences de son studio parce que tous les derniers gros films Disney ont bidé et débute la construction de son parc dorénavant baptisé Disney MGM Studios en Floride. De son côté, Universal annonce lui qu'après moult galères et désistements, eh bien leur parc a enfin trouvé un partenaire en la présence de Cinéplex Odéon, une chaîne de cinéma canadienne. Puis, le 18 septembre 1986, Captain EO débarque à Epcot en compagnie de plein d'invités et c'est un carton. Le 9 janvier 1987, c'est au tour de Star Tours d'être inauguré à Disneyland de Californie après une chouette cérémonie. Et alors pour marquer le coup et absorber l'incroyable taux de fréquentation de ce nouveau voyage à destination d'Andorre, qui a quand même coûté la bagatelle de 37 millions de dollars, soit un record hein, pour l'époque, eh bien le parc va rester ouvert 60 heures d'affilée. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier vol, et pour moi aussi. Après ce coup d'éclat, forcément Sheinberg rempile et annonce le 20 janvier 1987 que, après des mois de négoce, Spielberg a enfin signé officiellement avec Universal un contrat lui permettant d'être consultant sur le parc en échange de 2% de royalties sur toutes les recettes du parc floridien, qui, en outre, débute sa construction en mars de cette même année, mettant un terme définitif aux rumeurs d'abandon du projet. Eh bien,
C'était sûrement le meilleur choix. Pour riposter, Michael Eisner énonce, lui, construire un autre parc Disney dédié au cinéma, mais en Californie cette fois, soit à quelques pas à peine des studios Universal, un parc qui, après bien des déboires, ouvrira finalement en 2001 avec des attractions focalisées sur Hollywood et la Californie. Sheinberg va répliquer en disant vouloir construire un parc Universal en Europe, alors que Disney vient tout juste de signer définitivement avec le gouvernement français pour bâtir Euro Disney. Ils disent même vouloir mettre leur parc Universal, alors soit à Paris, à quelques kilomètres d'Euro Disney donc, ou soit du côté de Barcelone, un lieu autrefois envisagé pendant un temps par la firme aux grandes oreilles pour leur parc européen, et qu'ils ont surtout utilisé pour obtenir tout ce qu'ils voulaient du gouvernement français. Bon, au final, Universal construira rien du tout et préférera s'affilier avec le parc espagnol Port Aventura de 1998 à 2004. Bon, normalement on devrait quand même avoir un parc Universal du côté de Londres, mais bon, tant que rien n'est ouvert, on attend. On est à Hollywood, Squid, le pays du rêve. Alors garde ton côté terre à terre pour toi, briseur d'envolées artistiques. Oui, c'est l'escalade. Eisner annonce aussi construire un parc Disney consacré au cinéma en Europe, à Marne-la-Vallée, donc ce qui donnera les Disney Studios chez nous en 2002, pendant que Sid Sheinberg, lui, va augmenter la mise en lâchant des centaines de millions de dollars afin de métamorphoser le simple studio tour Universal Californie en véritable parc d'attractions capable de rivaliser avec Disneyland. Ce qui va donner à peu près le studio Universal Hollywood tel qu'on le connaît de nos jours, passant par l'ajout d'un nouveau spectacle de cascade centré sur la série Deux flics à Miami, où l'on assiste au faux enregistrement d'un épisode avec des fusillades, une poursuite dans un chariot comme dans le Temple Maudit, et se concluant par l'arrivée et l'explosion d'un hélicoptère devant nos yeux, un spectacle qui sera plus tard remplacé par l'incroyable show Waterworld, 1000 fois mieux que le film. Et du côté du tram, ils vont ajouter aussi un nouvel arrêt inspiré du film Tremblement de terre de 1974, en vrai une reprise du concept du barrage imaginé pour la Floride, mais se déroulant dans une station de métro cette fois, avec encore plein de catastrophes arrivant à la suite, dont le déversement de la flotte et l'explosion d'un camion. Ce n'était rien. D'ailleurs, du côté de la Floride, si Universal a d'abord tenté d'ouvrir son parc avant la version de Disney, ils vont toutefois préférer ralentir la construction, en attendant justement que Disney ouvre le sien. Oui, histoire d'abord de visiter la version disneyenne, de noter ce qui ne va pas, puis d'essayer de faire mieux. Ce qui n'est pas très difficile parce que, comme vous l'avez bien compris, Disney a conçu son machin à la va-vite, avec très peu d'attractions. Vous allez voir, je vais toutes vous les faire, ça va aller super vite. On prend qu'une voiture ou je vous suis? Alors notre visite commence bien tout d'abord avec le fameux tour en tram, source de tous les conflits, permettant ici d'apercevoir plein d'accessoires laissés à l'abandon, dont plusieurs de Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça c'est cool. Bien sûr, on y trouve également le Catastrophe Canyon de la Discord, qu'on a aussi toujours en France, et on a également quelques studios fonctionnels destinés en théorie à accueillir plein de tournages, même s'il y en aura pas tant que ça. Citons quand même Passager 57, avec Wesley Snipes, la série Caraïbes Offshore avec Hulk Hogan, qui a en fait aussi été tourné dans tout Disney World, tenez, c'est le pavillon The Living Seas là dont j'ai causé tout à l'heure. Je peux aussi vous citer le remake d'Oscar, oui, le Louis de Funès, mais avec Sylvester Stallone. Pour les intérieurs en tout cas, parce que c'est rigolo, et malgré le fait qu'il s'agisse d'une production Disney, John Landis a préféré tourner les fausses scènes new-yorkaises au studio Universal, Floride. Oui, parce qu'il trouvait que le New York à Disney Studios faisait trop cheap. Nous allons essayer un autre angle d'attaque. Et puis il ne faut pas oublier, surtout la visite des plateaux du nouveau Mickey Mouse Club, où tu pouvais assister au tournage et ainsi voir débuter au milieu des années 90 des gens comme Britney Spears, Christina Aguilera ou Ryan Gosling. Justin, Carrie, JC, Britney, Ricky, Christina, Shelley Duvall. Bon allez, posez vos fesses de minable là-dedans, on a encore 3 écoles à se taper, allez, grouillez-vous. Quittons maintenant le tram et dirigeons-nous vers les ateliers où nous avons The Monster Sound Show, où comme dans le pitch originel d'Universal, des membres du public sont sélectionnés pour bruiter des scènes ou les redoubler, et nous avons également Superstar Télévision, où certains spectateurs et spectatrices sont intégrés, grâce au fond bleu et à la magie du montage, sur des productions télévisuelles Disney ou dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui, encore donc un concept chouré chez Universal. Ça c'est à peine croyable. Sinon tu as également The Magic of Disney Animation Tour, qui là est un véritable studio d'animation fonctionnel avec toute une équipe que tu peux espionner à travers des vitres, oui, comme un zoo, et qui au moment de l'ouverture taffe encore un peu sur le court-métrage Lapin Looping avec Roger Rabbit, mais aide également sur quelques longs-métrages comme Bernard et Bianca au pays des kangourous ou La Belle et la Bête, et où seront plus tard réalisés et animés en intégralité certains chefs-d'œuvre de la firme comme Mulan ou Lilo et Stitch. Wow!
Et enfin, si dans les Disneyland le centre du parc est représenté par le château de la Belle au Bois dormant, et bien ici nous avons droit à une reproduction du célèbre Chinese Theater. Oui, un cinéma situé à la base sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Oui, c'est le fameux cinéma où les acteurs et actrices y laissent leurs empreintes, une tradition qu'ils vont d'ailleurs refaire du coup à Disney Studios. Et alors si tu vas à l'intérieur, dans le parc, hein, pas dans le vrai, eh bien tu peux grimper dans le seul et unique ride de tout le parc, avec The Great Movie Ride, où à la manière de Pirates des Caraïbes ou Phantom Manor, hein, si vous voulez, tu revois plein de scènes cultes du cinéma américain, reconstituées avec des animatronics, comme Le Magicien d'Oz, Alien, Les Aventuriers de l'Arche perdue et Casablanca. Oui, c'est-à-dire des films issus de tous les studios américains qui avaient envoyé chier Universal et son parc au début des années 80. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non mais qu'est-ce que vous dites de ce culot? Mais... est-ce que c'est tout? Eh oui, c'est tout, monsieur le médecin. 5 attractions seulement, je sais, c'est pas BZF. C'est pour ça que même si le succès est au rendez-vous en termes de fréquentation, en tout cas, l'expérience, elle, n'est pas tout aussi positive pour les guests qui, pour 31 $, hein, soit le même prix que Disneyland ou Epcot, se retrouvent devant un demi-parc que tu fais en entier en moins de 4 heures. On aura d'ailleurs les mêmes soucis chez nous avec le miteux Disney Studio que tu faisais en moins de 2 heures les premières années. Vous serez bien obligé, y a rien. Bon, heureusement ce parc va quand même s'améliorer un peu les mois suivants avec l'ajout par exemple d'une zone de jeu pour enfants, hein, basée sur Chérie j'ai rétréci les gosses. Tu vas aussi avoir l'attraction Muppets 3D qui a disparu il y a peu, mélangeant film en relief, acteurs et actrices en costume et animatronics, un concept qu'Universal repiquera sans vergogne pour son Terminator 2 3D. Et le parc va également s'embellir de 2 blockbusters avec son propre Star Tours, comme promis, ainsi que l'ajout d'Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, qui devait être disponible à l'ouverture du parc mais qui a pris du retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Devinez? Indiana Jones qui est une grande première chez Disney parce qu'il ne s'agit pas d'un show musical avec des mascottes comme ils en ont l'habitude, mais d'un gros spectacle de cascades et pyrotechnie reproduisant les scènes des Aventuriers de l'Arche perdue avec des techniciens nous expliquant les coulisses. Oui, exactement comme 2 flics à Miami qui avaient ouvert 2 ans plus tôt chez Universal en Californie. En moins safe par contre, parce que durant la première année, eh bien 3 cascadeurs et une cascadeuse auront des accidents graves. Ouais, Disney étant même obligé de payer une amende pour n'avoir pas respecté toutes les règles de sécurité. Ce n'est plus l'homme que j'ai connu il y a 10 ans. Le temps ne fait rien à l'affaire. C'est le kilométrage. Ah oui, tu vas aussi avoir la compagnie MGM qui va porter plainte contre Disney, contre l'utilisation du nom de leur studio dans celui du parc, disant qu'à l'origine le contrat stipulait uniquement pour un accord pour les licences dans des attractions et pas pour que le parc s'appelle Disney MGM Studio, hein, surtout que MGM a aussi envie de créer un parc d'attractions dédié au cinéma, mais à Las Vegas celui-là. Oui, un parc qui ouvrira fin 1993 et qui fermera 7 ans plus tard. Oui, tout le monde avait dit à MGM que c'était une idée à la con, mais que veux-tu? J'aurais dû signer avec Disney. Ils n'auraient jamais laissé ce genre de choses m'arriver. Du coup, pendant que Disney connaît ses premiers déboires, Universal revoit la formule du sien en Floride, en prenant une solution radicale, c'est-à-dire supprimer purement et simplement, en tout cas dans un premier temps, le tour en tram prévu à l'origine, ce qui veut dire que chaque étape populaire du tour en Californie aura droit donc à son propre bâtiment à part en Floride, dans des versions surboostées. Et vu que de belles images valent mieux qu'un beau discours, eh bien branchons notre convecteur temporel et remontons en mai 1990, soit quelques jours seulement avant l'ouverture, quand le parc était encore en phase de test et que les États-Unis n'avaient pas encore viré néo-nazis. Alors comme dans tout bon studio qui se respecte et comme à Disney MGM, nous débutons par une grande porte bien imposante. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Alors oui Yann, tout à fait, mais ne brûlons pas les étapes, et après avoir traversé une petite zone OSEF représentant les parties administratives d'un studio, donc rien de franchement dépaysant, nous parvenons dans la zone Hollywood, qui, comme son nom l'indique, nous entraîne dans une reproduction de Hollywood Boulevard, avec les bâtiments connus que j'ai cités tout à l'heure. Oui, exactement comme l'allée centrale de Disney MGM du coup, mais en plus avec la présence d'un Mel's Drive-In, oui, une chaîne de fast-food typique des années 50, rendue populaire par le film American Graffiti de George Lucas, ce qui fait quand même du coup au moins une référence à la filmographie de George Lucas dans ce parc. Qu'est-ce que je disais?
Hollywood qui, au moment de l'ouverture, ne contient qu'une attraction, ou plutôt un show, comme on les nomme, avec le Phantom of the Opera Horror Make-up Show, qui en fait n'a rien à voir avec le fantôme de l'opéra, hormis une courte apparition dans le hall au début avec les lumières qui clignotent et le lustre qui gigote, oui, une vieille habitude chez lui. Ouais, j'imagine que dans une pré-version du show, il devait réapparaître plus tard, à un moment, par surprise, mais là, pas du tout. Ouais, non, en fait, on assiste tout simplement à une présentation de divers maquillages et effets spéciaux, comme l'utilisation d'une machette ou la transformation en lycanthrope du loup-garou de Londres. Ouais, un effet ahurissant conçu par le génialissime Rick Baker, un spécialiste des effets spéciaux qui a conçu en outre les aliens de Men in Black et autres trucs de ouf, et qui a servi de consultant pour cette attraction. Ouais, on peut également voir dans le show un de ses costumes hyper réalistes de gorille qu'il avait créé pour le gorille dans la brume avec Sigourney Weaver. No, I missed that one. Yeah, it was a great film. Just back down there. Very nice. Un spectacle bien sympa, rigolo et tout, avec plein de surprises et qui continue toujours aujourd'hui au même endroit, mais renommé simplement en Horror Make-up Show. Alors en sortant et continuant sur la droite, nous permettant d'atteindre un grand lagon en plein milieu du parc, comme à Walibi Belgique, pour celles et ceux qui connaissent, et où débute la zone Expo Center. Alors malheureusement l'attraction Retour vers le futur promise dans toutes les publicités de l'époque n'est pas encore disponible, parce qu'elle a pris un peu de retard, pour des circonstances que je vous raconterai probablement un jour, dans une vidéo à part, parce que tout est intéressant là-dedans. Votre feuille de retard, Mademoiselle Parker. Et voilà la vôtre, McFly, ça fait la 4e en 5 jours. Mais ce n'est pas grave, parce que la zone comporte quand même deux choses à voir, avec d'un côté alors l'horrible spectacle de dressage, comme en Californie, où des animaux qui n'ont visiblement pas envie d'être là sont abusés sur scène. D'ailleurs le show sera enfin fermé en 2023 dans les deux parcs, pour maltraitance, après une enquête dans les coulisses. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Tandis qu'en face, dans ce bâtiment impersonnel, se situe le premier vrai ride à la Disney d'Universal, avec E.T. Adventure, où Steven Spielberg nous invite, nous, à jouer dans la suite de son chef-d'œuvre. Ouais, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle communément un dark ride, où, sur des véhicules en forme de vélo et suspendus à un rail, nous devons ramener l'extraterrestre sur sa planète afin qu'il puisse la régénérer. Bon, en fait, il s'agit ni plus ni moins qu'une repompe de l'attraction Peter Pan à Disney, mais avec E.T. T'as d'ailleurs le même passage où tu survoles une ville de nuit, sauf que c'est Londres chez Disney et que c'est Phoenix ici, chez E.T. Oh, le traître, le fils de chacal! Bon, après, on va dire que reprendre Peter Pan, c'est raccord, vu que la mère lisait le bouquin dans le film. Tape dans tes mains. Ouais, la seule différence, c'est que, alors, grâce à un badge filé au début de l'attraction, t'as E.T. qui t'appelle à la fin par ton prénom, à condition que ton prénom fasse partie des 5000 entrées dans la base de données, bien sûr. Bien. Tout le monde est là? Oui, presque. Bref, après Expo Center, qui deviendra en partie Springfield dans le futur, et où t'auras aussi la très cool attraction Men in Black, eh bien nous atteignons ici un endroit que j'aime beaucoup, puisqu'on arrive à Amity. Oui, la ville insulaire des Dents de la Mer est la seule zone possédant un lore dans tout le parc. Ouais, j'aime beaucoup quand les zones, elles ont un lore, enfin une histoire quoi. Ouais, ici on nous explique dans une très drôle parodie d'émission matinale diffusée dans toute l'île, que l'endroit a connu la véritable attaque d'un gros requin en 1974, et que c'est celle-ci qui aurait inspiré d'abord le livre, puis le fameux blockbuster réalisé par Spielberg. Ouais, en gros, depuis la sortie du long métrage, la ville profite désormais du succès du film, en attirant les touristes obnubilés par cette histoire. Bon alors bien sûr, l'endroit possède aussi une attraction avec les croisières du capitaine Jack, nous emmenant dans les lieux ayant inspiré les Dents de la Mer. J'ai une vague impression de déjà vu. Ouais, on a là encore une reprise d'un gros succès du parc Disneyland. En l'occurrence, là, c'est Jungle Cruise. Oui, avec un skipper qui nous fait une visite guidée, visite qui se passe mal, bien entendu, avec là un requin tentant de choper notre barque en la faisant tourner, tandis qu'à la fin, d'une façon un peu plus edgy que le skipper de Jungle Cruise qui faisait fuir les hippopotames en leur tirant dessus, là, notre guide utilise un lance-grenade afin de faire exploser le squale. Fais-moi cette saloperie! Bon alors ça c'est la théorie, parce que vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu, mais j'adore le concept, améliorant énormément la simple attaque du tram tour du studio Universal en Californie, et en plus j'adore Jungle Cruise donc ça tombe bien. Yeah, well break this! Sharky, get up! Sharky! You!
Bon, après Amity, nous arrivons désormais à San Francisco, où l'on distingue quelques lieux réputés de la ville et où, dans ce bâtiment à l'aspect vétuste, se trouve l'attraction Earthquake. Oui, alors là encore une reprise d'un arrêt du tram tour californien original, mais en plus long, où, après avoir visité 2 salles dans lesquelles Charlton Heston nous raconte en long, en large et en travers les coulisses du tournage du film Tremblement de terre, où t'as aussi des volontaires d'ailleurs qui sont filmés devant un fond bleu, enfin bref, après 15 minutes d'exposition, nous pénétrons enfin dans une fausse station de métro afin d'embarquer, et bien dans un métro. C'est normal. Hein? Où l'on se retrouve du coup dans la même situation qu'en Californie, avec le sol qui s'effondre, le camion qui explose et l'eau qui dégringole. Ouais, une expérience un poil trop longue qui aura d'ailleurs droit à une refonte dans les années 2000 avec The Rock et Christopher Walken, et qui n'accueille plus rien depuis sa fermeture il y a pile 10 ans. Oh merde! Oh, c'est con ça! Après San Francisco, eh bien nous voilà téléportés à New York, un décor que Joe Dante a utilisé d'ailleurs pour sa fausse bande-annonce dans le très cool Panic à Florida Beach, et qui accueille ici 2 attractions, avec tout d'abord le spectacle Ghostbusters Spooktacular, conçu par Gary Goddard. Alors Gary Goddard, c'est le mec qui avait fait le très cool et très impressionnant spectacle de cascade Conan à Universal dans les années 80, et que vous connaissez sûrement parce que c'est le mec qui a réalisé d'ailleurs le film Les Maîtres de l'Univers pour la Canon. Oui, parce que Conan et Musclor, hein, c'est presque pareil. Vous êtes prêts? Ok. Bon, ici, assis dans une grande salle, nous assistons à la visite guidée du décor final du premier SOS Fantôme. Alors forcément, ça se passe mal, des fantômes apparaissent, Gozer fout la merde, forcément, qui c'est qu'on appelle? Et nos 4 exterminateurs grillent tout ce beau monde, et même un immense bibendum marshmallow de plusieurs mètres. Oui, alors c'est très cool, et pourtant, là, il s'agit quand même d'une version revue à la baisse par manque de budget. Ouais, mais heureusement, elle sera améliorée l'année suivante avec un pré-show mettant en scène d'excellents imitateurs de Louis Tully. Oui, le comptable et avocat des Ghostbusters, qui remplace dorénavant la guide. Et comme ça, t'as pas le final cringe du spectacle avec ce connard de Peter draguant la guide, juste après l'avoir sauvé. Je vous l'avais bien dit que j'aurais dû le faire disparaître. Ouais, tout comme le show Conan à Universal, t'as plein d'effets spéciaux en direct, le plus impressionnant étant l'apparition des spectres, utilisant en fait la cool méthode appelée le fantôme de Pepper, parce qu'elle a été perfectionnée par le scientifique John Henry Pepper. Ouais, c'est la même technique que pour les fantômes de la maison hantée à Disneyland, ouais. Le public est séparé de la scène par une grande vitre, les fantômes sont des marionnettes, cachées à la vue de tous, et ce qu'on aperçoit est en vérité leur reflet. Oui, c'est impressionnant. Ça c'est génial. C'est un cas classique de maison hantée. Bon, après ce cool spectacle qui sera remplacé plus tard par l'attraction Twister, nous arrivons devant la reproduction de la gare Grand Central à New York, où, alors dans un superbe décor bien immersif, représentant ici encore une station de métro, mais aérien, on nous annonce que King Kong, oui, lui-même est en train d'attaquer la ville et que nous sommes conduits dans un téléphérique pour être évacués. Sauf que, une fois à l'intérieur, bien entendu, rien ne se passe comme prévu, King Kong est déjà là et nous attaque avec son haleine à la banane. Ouais, sérieusement, t'avais un parfum banane quand tu passais à côté. Banane! Oui, on se retrouve à peu près devant la même expérience qu'en Californie, sauf qu'ici, King Kong, eh bien, il chope le téléphérique, nous secoue et nous fait chuter de quelques mètres. Ouais, c'est impressionnant, j'adore vraiment l'ambiance, t'as vraiment l'impression de survoler New York et d'assister à une évacuation. Et pour l'anecdote, l'idée de l'attraction est en fait inspirée du très cool Les Faucons de la nuit, où Sylvester Stallone, encore lui, poursuit un terroriste incarné par Roger Hauer, qui, vers la fin du film, prend le téléphérique de Roosevelt Island en otage. Oui, le même téléphérique que dans l'attraction King Kong, et aussi celui que l'on voit à la fin du Spider-Man de Sam Raimi. Fais ton choix! J'espère que c'est pas un otage. Enfin, nous entrons dans la dernière zone du parc, la plus impersonnelle, nommée simplement Production Centrale, dont les bâtiments sont en fait de simples studios de cinéma. Oui, comme à Disney Studios chez nous. Ouais, en fait c'est pour une raison purement économique, ça permet de changer les licences proposées à l'intérieur sans avoir besoin de refaire tout l'extérieur. Par exemple là, nous avons le Murder, She Wrote Mystery Theater, basé sur la série Arabesque, oui, avec Angela Lansbury, qui, dans une intro filmée par son propre fils, nous explique que nous, c'est-à-dire toute la salle, venons d'être nommés producteurs exécutifs de la série. Tu auras des avantages fiscaux supplémentaires? Alors non Max, c'est bénévole, même pire, puisqu'on a payé l'entrée, et on nous dévoile en fait tout ce qui concerne ce qu'on appelle la post-production. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à un cours de montage où la monteuse fait voter la salle pour le choix des plans, puis après dans une seconde salle, quelques volontaires peuvent doubler et bruiter une séquence tournée pour l'occasion. Oui, comme à Disney. Je t'ai dit d'oublier tout ça.
Alors bien sûr, comme je l'ai dit, il s'agit d'installations provisoires, et quand Arabesque sera arrêté en 1997, eh bien Jessica Fletcher sera remplacée par Hercule et Xena. Hercule Minus, le marchand d'enfants? Non, non. Où, là encore, on nous dévoile les secrets de la post-prod, mais là, centré sur les effets spéciaux, avec animatronics et images de synthèse. Le tout, encore une fois, sur une courte scène tournée pour l'occasion. Elle fait tout ce chemin pour nous dire ça? Ça avait l'air très sympa, et de même, nous avons également à production centrale l'exposition Alfred Hitchcock, The Art of Making Movies, consacrée évidemment au fameux réalisateur, où, après avoir assisté à un montage de ses plus grands succès, on a droit à une explication du tournage de la scène de la douche de Psychose, une reproduction de la fin de la 5e colonne, un jeu de chasse aux criminels dans le décor reconstitué de fenêtres sur cour, bref, une exposition interactive bien sympathique pour les cinéphiles, qui sera remplacée plus tard par le film Shrek 4D. Ouais, le même film disponible en bonus dans le DVD de Shrek 2. Enfin, il est temps de grimper dans la dernière attraction du parc, intitulée The Fantastic World of Hanna-Barbera, basée, comme son nom l'indique, sur les licences du fameux duo William Hanna et Joe Barbera, qui nous accueille ici en vidéo dans un pré-show un peu mytho, parce que ils nous disent qu'ils ont animé tous ces trucs alors que non, hein. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Alors pourquoi Hanna-Barbera? Eh bien il faut savoir qu'hormis Woody Woodpecker ou, allez, au mieux Chili Willy le pingouin, la compagnie Universal ne possède pas vraiment de personnages animés ultra cultes, en tout cas pas du niveau de Disney. Alors certes, j'imagine qu'ils auraient pu mettre aussi Oswald le lapin, oui, un personnage créé par Walt Disney et Ubiworks, ouais carrément en 1927, donc avant Mickey, du temps où il t'a fait justement pour Universal avant que la compagnie les vire comme des malpropres. Mais ça aurait été, je pense, vraiment un coup bas. Enfin, tout ça pour dire qu'Universal s'est donc associé avec Hanna-Barbera, histoire de peupler leur parc de 2 ou 3 mascottes un peu populaires, leur permettant également d'ailleurs d'acheter les droits et de produire le sympathique film des Jetsons en 1990, puis Les Pierres à Feu de Spielberg en 1994. Ah, qu'est-ce que t'en dis, Barney? Bon alors du côté de l'attraction en elle-même, eh bien il s'agit ni plus ni moins d'un classique film dynamique, comme il en existait déjà plein au Futuroscope, où nous partons à la poursuite de Satanas et Diabolo à travers Bedrock, un château hanté et le futur des Jetsons, mais sans leur fille Judy, probablement à un concert. Mais cataclysmique! Oh, sa vie est foutue, vous allez voir. Ouais, c'est bien sympathique et bien joli, mine de rien, pour l'époque, avec des décors en synthèse, réalisés d'ailleurs par la firme de graphes Warman, qui s'était déjà occupé de la splendide synthèse des Jetsons le film, tandis que l'animation 2D aurait dû être réalisée à la base par la compagnie Kurtz & Friends, qui a fait la magnifique séquence abstraite pour la chanson des Jetsons le film, et qui fera aussi le passage avec Monsieur ADN dans Jurassic Park, mais sûrement parce que leur style est quand même assez peu conventionnel, on va dire, l'animation sera finalement confiée à la compagnie Sullivan Bluth, oui, en Irlande, ouais, le studio dirigé par Don Bluth, qui travaillait donc aussi à ce moment sur Rocco-Rico. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Ce bon vieux Chanteclair savait nous mettre en train pour la journée. Ouais, ça avait l'air sympa, avec aussi une zone intérieure où tu peux te prendre en photo avec les décors des Pierres à Feu ou de Yogi. Et l'attraction sera finalement remplacée en 2003, pendant presque 10 ans, par une expérience assez similaire, avec Jimmy Neutron, parcourant les univers de Nickelodeon avec les Razmoket ou Bob l'éponge. Et c'est bien du coup, non? Non, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas certaine façon, mais c'est pas... D'ailleurs, en parlant de Nickelodeon, eh bien, il faut savoir que dès l'ouverture du parc Universal en 90, tu pouvais assister et participer à diverses émissions de la chaîne câblée, tournées dans un gigantesque studio situé donc justement à Universal, Floride, et diffusé ensuite à la télé. Ah oui, alors puis à la dernière minute, ils vont quand même aussi t'intégrer un tour en tram au chausse-pied. Ouais, ils l'avaient annulé, mais alors j'imagine que les dirigeants en voulaient quand même un. Mais vu que rien n'a été prévu, eh bien on te trimballe dans les allées du parc, forcément bondées, et on te fait quand même visiter quelques studios, mais où tu vois rien, parce que tout est fermé. Donc tu peux même pas voir les décors de SeaQuest. Oui, SeaQuest, vous savez, c'était le Star Trek sous l'eau avec le dauphin qui parle, là, produit par Spielberg avec Roy Scheider.
Rock Schneider qui avait pas du tout envie d'être là. Dès que ce cirque sera terminé, je prends la porte de sortie. Ouais, en fait l'expérience est tellement lamentable qu'ils supprimeront le tour 5 ans plus tard. Bref, un beau petit parc, 3 fois plus grand que celui de Disney, avec 2 fois plus d'attractions et qui a pourtant coûté 100 millions de moins. Ouais, 630 millions de dollars pour Universal et 550 pour Disney. Un parc qui, après 3 ans de construction, ouvre enfin ses portes le 7 juin 1990, soit 75 ans à peu près après que Carl Laemmle ait ouvert le sien en Californie. Bon alors bien sûr, toute la Floride est au courant, chauffée par une énorme campagne marketing à base de gigantesques panneaux mettant en avant les attractions phares du parc, sauf que, alors bien évidemment, ce qui s'annonce comme une journée d'inauguration idyllique va très vite tourner au cauchemar. Ce qui est quand même raccord, il faut bien le dire, avec toutes les productions Universal se déroulant dans des parcs d'attractions. Attachez vos ceintures. Alors les premiers signes parviennent 3 jours avant l'ouverture, lorsqu'un frein de l'attraction Earthquake lâche spontanément, obligeant les équipes à commander en urgence un système de secours. Alors, par chance, ils vont le recevoir à temps, mais vers 4h30 du matin, c'est-à-dire quelques heures à peine avant la cérémonie d'ouverture, un violent orage déclenche une gigantesque coupure de courant dans tout le parc, provoquant, et c'est pas de chance, une panne informatique sur l'attraction Earthquake qui venait, oui, pourtant d'être réparée, et qui, à cause de ça, ne pourra pas fonctionner de toute la journée. On pourrait peut-être jouer aux charades? Non. Du côté de King Kong, c'est pas mieux parce que soit à cause de la coupure de courant ou soit parce que le programme n'était pas encore au point, le logiciel gérant King Kong ne parvient pas à se synchroniser correctement avec celui gérant le tram. En d'autres termes, le bras du gorille peut à tout moment faire basculer le téléphérique ou toucher un visiteur, ce qui n'est pas tip-top en matière de sécurité. Ouais, le parc n'est pas encore ouvert qu'il vient déjà de perdre 2 de ses plus grosses attractions. Alors toutefois, pas question d'annuler l'inauguration, il y a trop d'argent en jeu, Disney attend que ça, et puis c'est la plus grosse période touristique de l'année, bref, le spectacle continue et le 7 juin 1990 débute donc à 8h du matin la cérémonie d'ouverture avec tout un défilé d'une 50aine de stars, dont certaines qu'Universal souhaiterait bien oublier. Steven Spielberg lui coupe le ruban à 9h du matin aux côtés de Walter Lanz, le créateur de Woody Woodpecker, ici à sa droite, et les 10 000 visiteurs triés sur le volet peuvent désormais se déplacer dans le parc, sous 32 degrés Celsius quand même, avec 93% d'humidité. Oui, c'est la Floride. Alors on l'a vu, Earthquake ne fonctionne toujours pas, King Kong peut marcher mais uniquement avec quelqu'un contrôlant manuellement la bestiole par sécurité, ce qui veut dire que seuls les VIP auront le droit de l'essayer, comme Sylvester Stallone, tiens, toujours lui, qui a de toute façon forcé les portes avec son garde du corps. Du côté de chez Hanna-Barbera, Arabesque, SOS Fantôme ou Hitchcock, là par contre aucun problème, hormis un tout petit flip quand on annonce dans les talkie-walkie qu'on a paumé l'acteur James Stewart, oui, 82 ans, qui s'est retrouvé sans le savoir au second étage d'un bâtiment. Les recherches se poursuivent, Phil. Les recherches se poursuivent. Et en fait, le pire intervient sur l'attraction Les Dents de la Mer, où, pour une raison ou une autre, le requin ne fonctionne toujours pas, et un bateau contenant ni plus ni moins que Sidney Sheinberg, le président du studio, reste bloqué pendant des heures jusqu'à ce que des employés viennent décharger tout ce beau monde avec une barque. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Ouais, alors perso, je trouve que c'est quand même une bonne reconstitution du tournage des Dents de la Mer, où t'as eu que des merdes et le requin qui ne fonctionnait jamais. Mais bon, qui suis-je pour juger? Oui, alors les rumeurs causaient de Spielberg bloqué dans le navire, mais en fait Steven a peur de l'eau et n'a donc pas voulu revivre l'expérience du tournage en faisant l'attraction. Donc grand bien lui en a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Tu es sûr? Ouais, tout ça pour dire qu'Universal ne garde pas de très bons souvenirs de l'ouverture. Même E.T. a connu quelques ratés durant cette journée, avec des gens faisant la queue plus d'une heure avant qu'on leur dise que de facétieux revenants ont interrompu la visite et que l'attraction est momentanément à l'arrêt. Ouais, en fait, le stand le plus populaire était celui des réclamations. Dis donc, s'il y a une queue pareille, c'est que c'est vachement bien. Va te faire voir. Alors pour éviter la casse, la compagnie Universal ferme donc le parking en urgence en fin de matinée pour empêcher d'autres arrivées et, sans rechigner, se permet de rembourser les visiteurs mécontents, offrant même une journée gratuite pour permettre à celles et ceux qui le désirent de revenir quand tout marchera. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956,
Rien ne marchait. Oui, comme le dit si bien John Hammond dans ce courant de date, parce que le parc a ouvert en 55 et pas à 56, Disneyland aussi avait connu une horrible journée d'inauguration où, comme pour Universal, il faisait une chaleur à crever, d'ailleurs le goudron n'avait pas eu le temps de sécher, donc les gens s'enfonçaient dans le bitume, t'as eu masse d'attractions qui sont tombées en panne, t'en avais d'ailleurs plein qui étaient pas encore prêtes, les gens pissaient aussi derrière les buissons, puisqu'ils voulaient pas faire la queue au WC, d'ailleurs des malandrins avaient aussi distribué des faux billets, donc t'avais 3 fois plus de visiteurs que prévu, et en fait peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, parce que je vous cause même pas des multiples incendies, du deal de nourriture, oui, ou du carjacking à Autopia. Alors tout ça pour dire que ce n'est pas parce que Universal a connu une mauvaise première journée que les mois suivants, les journées le seront tout autant. Oui, mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Alors effectivement, Yann, les pirates des Caraïbes n'ont pas mangé les gens, mais c'est surtout parce que les pirates des Caraïbes n'existaient pas encore en 55, puisque l'attraction a ouvert après la mort de Walt. Mais tu soulèves un bon point, parce que l'attraction des Dents de la Mer, elle, a continué de déconner à balles réelles jusqu'au jour où, alors seulement un mois après l'ouverture, la barrière d'un bateau a lâché, entraînant avec elle un pauvre visiteur qui s'est retrouvé donc nez à nez avec un monstre marin mécanique de plusieurs tonnes. Alors heureusement, plus de peur que de mal pour le malheureux voyageur qui s'en est tiré avec uniquement quelques égratignures à la jambe et une salve d'applaudissements des autres passagers qui pensaient que le type faisait partie du show. Ce qui ne l'empêcha pas de porter plainte quand même contre Universal le mois suivant pour 1 million de $, ce que je peux comprendre parce que je doute que ce genre d'accident fasse un bon souvenir de vacances. Ce qui fait qu'au final, alors pas seulement à cause du procès mais aussi parce que rien ne marchait, 2 mois à peine après sa mise en service, donc en août 1990, eh bien Universal décide d'arrêter les frais une bonne fois pour toutes en fermant l'attraction Les Dents de la Mer quelque temps afin de tout reprendre à zéro. Un bon point. Alors évidemment, ils en profitent aussi pour se retourner contre la société Ride and Show qui a conçu le machin avec en fait des installations non étanches. Ce qui est con quand tu fais une attraction marine. Ah oui, c'est vrai. Il faut m'y faire ça. Et en fait, il faudra attendre 1993 pour que Jaws soit de nouveau ouvert. Alors déjà, grâce à un autre prestataire, en l'occurrence Intamin, oui, qui s'est occupé de masse d'attractions d'Euro Disney, mais qui a fait aussi la croisière du parc Astérix, du temps où toutes les figurines bougeaient, ainsi que la descente du Styx et le Grand Splash. Donc les trucs qui mouillent, elle connaît. Oh ben ça tombe bien. Et en plus, ils vont revoir certains effets qui ne fonctionnaient jamais, en remplaçant par exemple le moment où le squale chope le bateau par des barils qui explosent avec un mur de flammes, et ils vont aussi revoir le final en le calquant sur celui des Dents de la Mer, deuxième partie, avec le requin chopant comme un con un câble électrique. Oh non! Il l'a eu! Il l'a eu! Alors bien sûr, depuis, le temps a fait son œuvre, que ce soit à Disney ou chez Universal, les attractions des premiers jours ont disparu. King Kong s'est fait la malle, remplacé par la très cool Revanche de la Momie. The Great Movie Ride est désormais une très cool virée avec la bande à Mickey. Le décor new-yorkais Chipos a été remplacé par la magnifique zone Star Wars. Et le lagon d'Amity a été drainé pour y placer le chemin de traverse de l'autre transphobe. Parce que oui, que ce soit chez Disney MGM, renommé depuis en Disney Hollywood, ou chez Universal Studios, eh bien petit à petit les parcs ont muté, comprenant assez vite que le concept pour lequel ils s'étaient battus pendant des années, c'est-à-dire un lieu où on t'explique les coulisses du cinéma, était pourri depuis le début. Oui, qu'un tour en tram existe à Universal Hollywood, c'est normal, je l'ai fait et c'est même génial, vu que tu visites des lieux historiques où Spielberg et Hitchcock y ont tourné des trucs. Mais en Floride, vu que les deux studios y sont sortis de terre en moins de 3 ans, le glamour y est pas, c'est artificiel. Et ils ont donc revu leur formule rapidement avec Universal, ouvrant dès 1991 l'attraction Retour vers le futur, qui, au lieu de te documenter sur les effets spéciaux, te raconte une histoire et te place au centre d'une aventure. Tout comme Disney MGM, renommé en Disney Hollywood depuis, qui, en 1994, va te faire l'incroyable tour de la terreur, te plaçant au cœur d'un épisode de la 4e dimension. Oui, puisque au final, c'est pour ça que personnellement, j'adore les parcs à thème, parce que on te met dans un univers souvent tiré de tes films et dessins animés préférés où t'as l'impression de vivre des aventures te permettant d'oublier un temps la réalité anxiogène. Et alors, contrairement à ce que Michael Eisner tentait de nous faire croire, eh bien la concurrence c'est le bien, oui, vive la diversité. J'aime autant visiter Disneyland que faire le parc Astérix, qui est probablement mon parc préféré. Ou non, j'aime aussi l'incroyable Efteling aux Pays-Bas, terre de merveille. Ou, oh oui, j'aime aussi Walibi Belgique, là, avec sa toute nouvelle zone Dog World, qui ressemble justement à la défunte Amity d'Universal Floride. Ouais, j'adore les parcs à thème, j'adore leur histoire, alors si ça vous dit, eh bien, je referai d'autres vidéos comme celle-ci. En attendant, des bisous et prenez bien soin de vous. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit.
droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Les recherches se poursuivent, Phil. Les recherches se poursuivent.